Bonjour et bienvenue à la Croisée des Mondes dans ce nouveau podcast intitulé « Quantique, dis-moi qui je suis ». Quels sont les éléments structurels du quantique ? Quel rôle le quantique peut-il jouer dans le processus de guérison ? Quels sont les liens entre le quantique, la conscience et l'eau ? Inexploré vous invite à un voyage en 3 parties pour appréhender le quantique et comprendre ce qu'il peut vous apporter dans votre vie quotidienne. Afin de profiter de l'intégralité de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Inexploré Digital. Grâce à notre application, vous pourrez télécharger tous nos podcasts et les écouter quand vous le souhaitez. Vous bénéficierez ainsi de toutes nos ressources, articles, dossiers et magazines numériques. Plus qu'un média, Inexploré est votre boussole pour vivre en harmonie et votre label de confiance entre science et spiritualité, entre visible et invisible, au cœur des mystères du monde. Pour découvrir la thématique du jour, voici 3 extraits de nos intervenants. Commençons par Emmanuel Ransford, spécialiste des fondements de la physique quantique. Il vous pose les bases de compréhension de ces disciplines en vous expliquant ces 3 caractéristiques spécifiques. Est-ce que ça illustre? On entend souvent « nous sommes tous reliés ». Est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'illustrer? Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, c'est à partir du moment où on saisit, où on fait l'hypothèse que le lien d'intrication ou de non-séparabilité ou d'enchevêtrement, c'est un lien psychique, c'est finalement une connexion, on pourrait presque dire télépathique. Oui, et il s'applique à nous aussi, du coup. Et qui s'applique à nous, absolument, tout à fait. Donc, nous avons ces 2 leviers. Alors, on peut décliner ça sur un certain nombre de choses, mais je pense que ce n'est pas le lieu ici. Mais il y avait notamment peut-être cette notion d'énergie subtile. Alors, il y a quelque chose, alors je ne vais pas rentrer aussi trop, mais juste pour dire, quand vous avez des particules et des liens d'intrication entre elles, c'est comme si vous preniez des perles et des ficelles. Les perles, c'est les particules élémentaires, et les ficelles, c'est les liens d'intrication. Avec des perles et des ficelles, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire un bracelet, vous pouvez faire quelque chose en forme de papillon, d'étoile, de machin bidule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce aux liens d'intrication, vous pouvez mettre de l'information. Vous pouvez donner une structure au milieu à la dimension psychique et injecter une structure dans ce truc. Ça veut dire que vous allez pouvoir encoder de l'information. Alors, une unité de cette information dont je viens de parler tout à l'heure, j'appelle ça un suprêle. C'est comme les pixels. Et je définis une énergie subtile par la somme de 3 termes, suprêle, plus intention, plus résonance. Et je pense notamment à une situation, par exemple, de thérapie. Vous avez un guérisseur et tout ça. C'est ce que j'appelle le syndrome de madame, de la tante... comment elle s'appelle cette tante? Enfin, peu importe, de la tante Albertine, allez. C'est pas le mot que je mets. Bon. Donc, j'ai eu cette histoire, cette anecdote, au moment où je mettais un peu ma théorie au point. Je suis allé voir, grâce au Gnoma à Paris, je suis allé voir un guérisseur patenté à Paris, sérieux, tout ça, 25 ans de pratique. Et puis, il a été très gentil, il m'a reçu pour un certain nombre de trucs. J'ai assisté à des séances. Et à la fin, je lui ai demandé, au moment où c'était notre dernière séance, je lui ai demandé, dans vos 25 ans de carrière, quelles ont été les choses les plus extraordinaires que vous avez vues. C'est ce que j'appelle donc le syndrome de la tante Agathe. Pas Albertine. Agathe. Voilà, ça y est. En fait, c'est Chloé qui vient en séance. C'est sa 3e séance. Et en fait, ce qui pour moi est un signe que c'est pas un charlatan, il scanne le corps des personnes, il les fait allonger, il scanne peut-être à une dizaine de centimètres. Et c'est sa main, dans la subtilité, qui va lui dire ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, il préfère qu'une nouvelle personne qui vient pour un soin ne lui dise pas de quoi il s'agit, comme ça il ne monte pas dans le mental et tout ça. Donc pour moi, c'est aussi un critère que ce n'est pas un charlatan, mais c'est quelqu'un de fiable, de sérieux. En plus, je connais sa personnalité tout à fait sérieuse et sincère. Et donc elle arrive, c'est sa 3e séance, parce qu'elle a un problème dans la zone de l'estomac, on va dire, globalement. Et elle est satisfaite du truc, et puis il lui a annoncé au départ, vous savez, c'est un peu des thérapies brèves, peut-être en 5 ou 10 séances, ce sera fait. Donc elle vient pour la 3e séance, confiante et tout ça, elle s'allonge. Sauf qu'il commence son travail, au lieu de le faire dans la zone ciblée, il va sur l'épaule.
Alors, bien éduquée et tout ça, elle voit ça, puis au bout d'un moment, elle ne tient plus. Elle lui dit, je vous rappelle que c'est... Voilà. Alors lui, il arrête tout. Alors en plus, il papillonnait des yeux, c'est dans un état second. Donc il arrête tout et il revient, il scanne. Sa main lui dit à nouveau, c'est l'épaule. Et il se dit, si ma main me dit qu'il faut aller là, c'est là que je vais aller, même si je perds la cliente. C'est, voilà, donc il y a vraiment quand même une rigueur professionnelle vraiment bien. Et donc, il repart là. Elle, comme elle est bien éduquée, elle va pas lui redire. Je lui ai déjà dit ces trucs. Elle prend son mal en patience. Elle attend la fin de la séance poliment. Elle paye la séance alors qu'elle aurait pu dire bon truc. Et c'est ça l'éducation. Et donc, elle repart. Et au moment où elle repart, son téléphone se met à sonner. Et qui c'est qui est au bout du fil? La tante Agathe, comme vous aviez deviné. La tante Agathe, toute excitée. La tante Agathe, ça faisait depuis 15 ans qu'elle avait un problème à l'épaule. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était allée voir tous les grands pontes et tout ça. Personne n'avait pu faire quelque chose pour elle. Et là, depuis 20 minutes, ça s'était débloqué. Elle était... Mais c'est le miracle. Et là, Chloé a compris ce qui s'était passé. Et du coup, la séance d'après, elle est revenue mais en lui demandant quand même, je préfère que vous travailliez pour moi que pour... voilà. Et ça, c'est un phénomène typique de la supralité ou de notre connexion. Parce que l'énergie subtile qu'avait envoyée... Alors, c'est là où suprêle, donc une intention le suprêle, c'est j'envoie quelque chose, des éléments d'information au corps de Chloé. L'intention, c'est dans l'intention qu'elle guérisse, ou mieux, qui suis-je pour savoir que c'est ça qu'il faut? Qui suis-je pour demander à l'univers, tu vas la guérir, sinon c'est moi, hein? Donc, pas mettre l'ego, ou mieux, parce que l'univers, lui, va le savoir. Parce que peut-être que si elle a ce problème, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler, et finalement, c'est un cadeau déguisé. Donc, ou mieux, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans « je veux que ». C'est une intention ouverte et pas fermée. Et dernière chose, alors ça, le suprême, lui, il est neutre. L'intention, c'est du côté du guérisseur. Le troisième élément, ça s'appelle la résonance. C'est du côté de la personne qui est là en séance, et c'est le pouvoir de dire non ou oui. Mais ça passe pas par le conscient, c'est inconscient. Parce que peut-être dans son inconscient transgénérationnel et tout ça, il y a eu des trucs et j'avais eu des... Ah oui, on retrouve aussi cette notion d'inconscient transgénérationnel, mais bon, oui, aussi, oui, non, ça, je pense que ça serait l'objet d'une autre interview. Je ne vais pas développer. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a eu des trucs comme ça, c'est-à-dire de gens, par exemple, qui avaient une phobie du feu. Alors, on cherche dans la biographie de la personne, on voit rien. Et puis, on apprend que 3 générations avant, il y avait toute une partie de sa famille qui avait brûlé parce que la maison avait cramé. Et donc, c'était dans son inconscient transgénérationnel. Quel lien vous faites justement avec le quantique? Alors, moi, je dirais que le quantique, c'est un point de vue, c'est un aperçu. C'est un aperçu sur des réalités immatérielles dont est imbibée la matière. C'est le jaune d'œuf, mais comme ce jaune d'œuf est invisible, on ne voit que le blanc. Et donc, finalement, la physique quantique nous révèle ce truc, mais on ne l'a pas compris. On est comme la poule qui a trouvé un couteau. Et donc, on se dit, ben, c'est bizarre, bizarrerie quantique, on ne comprend pas. Vous savez, c'est compliqué. On a les équations, mais le bon peuple ne pourra jamais comprendre. Mais si, il peut comprendre. Il suffit d'ouvrir les perspectives. En gros, je dirais qu'on est dans la situation, c'est comme on est dans un univers 3D, 3 dimensions. C'est comme si les physiciens décrétaient, ben non, il n'y a que 2 dimensions. Il y a des phénomènes qu'ils arriveraient à expliquer en projection plane, mais il y en a qu'ils n'arriveraient pas à expliquer. Donc ils diraient, ben ça c'est bizarre. Ben non, mon petit coco, c'est pas que c'est bizarre, c'est que peut-être faudrait changer de référentiel. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pour ça que je disais que depuis l'avènement de la physique quantique, moi je considère qu'on a tous les éléments pour comprendre le mystère du cerveau conscient, pour abandonner le matérialisme. Mais seulement, voilà, il faut accepter. Je pense que ça se fera. Chaque chose en son temps. Ça prend du temps. Progress is a slow dance. Le progrès est une danse lente, mais ça finira par se faire. Merci beaucoup pour cette belle conclusion et ce lien, voilà, cet ultime lien avec le quantique. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, comme je suis très bavard, horriblement bavard, je veux juste rajouter que de toute façon, potentiellement, il y a des choses dans ce que j'avance qui sont testables. Ce qui veut dire que pour moi, le débat, c'est pas
ça je veux bien, ça je veux pas et tout ça, c'est qu'un jour ou l'autre, ça fera partie du savoir consolidé de la science. Voilà, qui ne sera plus matérialiste. Merci Emmanuel Ransford d'avoir favorisé notre compréhension du quantique. Juliette Perronnet, docteure en chirurgie dentaire, vous explique dans quelle mesure le quantique peut vous soutenir dans votre processus de guérison. La posture du soignant, vous venez de l'évoquer là, pour amener justement le patient à ce champ 2.0 que vous venez de nous expliquer. Quelle est selon vous la posture que doit adopter le soignant ? Alors justement, c'est dans mon livre, mes réflexions, où j'ai fait tout un chapitre sur la thérapie par rapport au principe de physique quantique. Et donc, tout simplement, des grands principes de physique quantique comme l'observateur observé. On sait avec l'expérience de la double fente de Jung qui a eu lieu en 1800 et quelques, ça remonte. On sait que grosso modo, quand on observe une expérience, on modifie le résultat de l'expérience. L'observateur joue un rôle dans les faits. Dans ce qui se passe. Et donc ça c'est très important parce que au niveau de la thérapie, quand on reçoit une personne pour la première fois, l'idée c'est que le praticien pourra induire quelque chose en fonction de ce qu'il va dire, de ce qu'il va penser même, et du diagnostic. Donc, il va falloir, comme dit Krishnamurti, observer sans juger, sans y mettre de mental. Même que le praticien est fort de tout son savoir, c'est comme si la première consultation, il faut qu'il se mette en retrait, en écoute profonde, créer comme un espace entre lui et le patient, voir ce qui se passe au-delà de son mental. Parce que dès qu'il va se dire, ça, je vois ça, donc le patient a ça. Donc, on risque d'induire quelque chose. Donc, il a un rôle fondamental et très important de poser ce diagnostic. Il faut vraiment qu'il ait tous les outils, qu'il ait réfléchi et qu'il s'est mis au diapason du patient. Qu'est-ce que ce patient, qu'est-ce qui se passe, sans juger. Parce qu'il risque d'induire quelque chose qui n'est pas. Donc, c'est très important. Pour vous, c'est ça, ce plan quantique de votre modèle intégratif, c'est cette posture de soignant ? Alors, c'est cette posture, mais il y a beaucoup de choses aussi, d'autres, en tant que, par exemple, le principe d'intrication quantique, deux particules qui ont été en connexion, si on les éloigne l'une de l'autre même de milliards de kilomètres, grosso modo, s'il y en a une qui a impacté, on va dire, l'autre à une distance folle va le ressentir instantanément. Donc ça aussi, au niveau thérapeutique, ça joue un rôle. C'est-à-dire que, par exemple, le praticien, le première séance avec son patient, il va se créer un lien entre le praticien et le patient. Et on sait que l'accompagnement thérapeutique est très important. S'il y a cette relation de confiance, comme on dit tout simplement, eh bien, ça va aider le patient. Et on voit qu'au niveau quantique, il y a ce lien quantique. Même si le praticien est loin du patient, le patient se sent soutenu, mais il y a des liens quantiques ici. Et alors, à ce moment-là, si un jour, par exemple, le praticien se dit « Ah bah tiens, il a reçu un résultat du patient qui est pas très bon », il va se mettre à penser « Oh là là !» Eh bien, le patient, même loin du praticien, va pouvoir ressentir quelque part ça. Pareil, le praticien prévient l'entourage et dit « Ah ben là, c'est pas formidable ». Eh bien, le patient, l'entourage donc va changer quelque part en lui de comportement par rapport à son parent malade et même sans le savoir, ça va avoir une influence sur le malade. Donc c'est complètement fou. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'intrication quantique aussi. Il y a le principe de non-localité.
quantiques, puisque même si elles sont hyper éloignées, elles ont été en contact. Si on a une qui est touchée, l'autre même à une distance folle est touchée. Donc, ce qui veut dire aussi, ça qui est très intéressant dans un autre domaine, les guérisons à distance. On sait bien qu'un magnétiseur, il a une photo, il a eu la personne au téléphone, il a une photo, on lui a donné une photo, on lui a parlé de la personne. Il y a des magnétiseurs qui agissent même comme ça. Il suffit de ce petit lien pour que, à distance, le patient ressente de la chaleur, se sente mieux, etc. Les prières à distance aussi, on dit, tiens, tu penseras à moi, prie pour moi, et le patient, il se sent mieux. Ça peut expliquer ça. Écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Racontez-nous une histoire. Il y a 2 jours, non mais pas hier, avant-hier soir, je rentre chez moi, j'étais un peu pressée et tout, j'allais faire la vaisselle et tout, j'avais mis à chauffer une plaque et clac, je prends un couvercle qu'il avait chauffé à côté, enfin bref, je prends le couvercle et là, alors là, l'horreur, il était chauffé au rouge, je le prends et je me brûle, quoi. C'était affolant, j'ai lâché le couvert de la cuisine, enfin bref. Je me suis dit, waouh! Et puis ça commençait à me chauffer, ça me brûlait, quoi. Il fallait que je me mette la main sous l'eau froide, je l'ai enlevé, je pouvais pas, quoi. Il y avait mon fils, donc... À côté, tout de suite, je peux prendre 2-3 granules d'homéopathie, enfin bref. Et puis, j'avais toujours mal. Voilà, ça suffisait. Ça a un peu atténué, mais ça suffisait pas. Je pouvais pas me passer de mon eau froide. Je savais pas quoi faire. Et donc, il dit, je vais appeler. On connaît une dame qui pense les brûlures. Et donc, hop, il lui envoie. Elle est en train de soigner. Et son patient, il dit non, soignez la dame qui s'est brûlée. Il est sympa, le patient, déjà. Donc, voilà, tout de suite. Et donc, déjà, elle me pense à distance. Et clac, ça va mieux, quoi. Je sors ma main de l'eau froide, j'étais beaucoup mieux, quoi. Un truc de dingue. Et puis, après, ça revenait. Ça a revenu un petit peu, ça recommençait. Et du coup, cette dame, elle a continué à soigner son patient où elle était. Et moi, elle m'a laissé, entre guillemets, tomber avec mon truc. Et elle en renvoyait un petit message à Mathieu, est-ce que ça va mieux? Et elle a dit non, ça a repris. Et donc là, comme elle avait fini son soin, elle s'est mise à travailler sur ma main et à penser. Plus rien. Vous avez plus mal? J'avais plus mal. Et donc, ça n'a même pas cloqué et tout, alors que c'était intense, Oui, on voit que la trace sur votre main n'est pas énorme. Je vais vous dire, je suis le témoin vivant de ce que je raconte. J'ai dit ça, c'est pas mal quand même. Et donc voilà, c'est une dame qui pense, qui barre le feu, je sais pas comment on dit ça. Elle est magnétiseuse et on a téléphoné un peu par hasard. Enfin, c'est mon fils. Et là, vraiment, j'ai eu un résultat immédiat. Donc voilà, donc elle me connaît, effectivement, on est en contact, mais n'empêche la guérison à distance. Donc vous voyez, il y a les choses quantiques qui expliquent énormément de choses. Et donc pour vous, les guérisons à distance, c'est un phénomène quantique ou c'est lié au quantique? Comment vous faites le lien exactement entre les deux? On peut donner une explication de ce qui se passe, puisque deux particules qui ont été en contact, même éloignées, donc s'il y a une intrication, il y a un lien au niveau subatomique. Donc, ce qui pourrait expliquer que instantanément, elle a pensé à moi, à distance en plus, et moi, j'ai eu un résultat dans la matière sur ma main. Donc, il y a ce lien, à mon avis, ça explique un petit peu, j'allais dire, ce qui se passe dans l'invisible. Parce que c'est vrai, ça existe. Merci beaucoup, Juliette Perronnet, pour ce riche partage. Stéphane Rouet, praticien neuroquantique, vous explique ce qu'est le champ de conscience quantique. Il met également en lumière les liens étroits entre l'eau et la conscience. C'est l'eau qui m'a intéressé, mais l'eau dans sa dimension quantique. Et l'eau dans sa dimension quantique est un état qui a été identifié par un ingénieur américain dans les années 2010, qui est Gérald Pollack, qui commence à être un peu connu, et qui, à mon avis, qui mérite un prix Nobel, je pense que ce sera le cas à un moment, a mis en évidence que notre corps est composé majoritairement d'un état de l'eau qui n'est ni liquide, ni solide,
ni gazeux, qui est un peu à la frontière de tout cela. Alors quand vous avez en fait des états au niveau du corps qui sont un peu à la frontière déjà du connu, mais aussi de différents états, on parle d'états superposés en physique quantique. La superposition d'états. Et ces états superposés correspondent combinés à un état quantique qu'il a nommé le 4e état de l'eau. Et il s'est rendu compte, via une erreur, c'est extraordinaire quand même, comme la vie est... Une erreur d'un stagiaire, d'un étudiant, qui a oublié d'éteindre la lumière la nuit. Et le lendemain matin, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'eau continuait à absorber la lumière la nuit via ce 4e état de l'eau. Hein. Et ils se sont rendus compte, en continuant un petit peu à explorer justement ce mécanisme qui s'est fait fortuitement, ils se sont rendus compte qu'en fait, la lumière qui était absorbée par le liquide, dans cet état quantique, je vais y revenir après, eh bien, cette lumière, c'était essentiellement de l'infrarouge. Donc, la longueur d'onde de l'infrarouge, et que l'infrarouge, je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, mais est essentiellement proposé par le soleil, le rayonnement solaire. C'est-à-dire que là, autour de nous, là, on est ensemble, eh bien, on baigne dans un bain d'infrarouge en permanence. Alors, la nuit, un peu moins, vous avez remarqué, il y a moins de soleil. Hein. Donc, ce qui fait qu'aussi, on a une activité métabolique qui est un peu réduite. Mais dans la journée, on est plein de vie parce qu'on baigne dans un champ solaire et dans un champ d'infrarouge. Alors, l'état qu'a mis à jour Gérald Pollack, il est un peu particulier parce qu'il a besoin de différentes choses pour opérer. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un état cristallin. Donc c'est un état qui est très ordonné au niveau du corps. Et le fait qu'il soit très ordonné lui donne la clé pour absorber la lumière. Parce que la lumière est très ordonnée par définition. Donc le fait qu'on ait un état au niveau du corps qui soit très ordonné nous permet de nous mettre en lien avec l'invisible. Et quand on dit l'invisible, c'est pas juste l'invisible, c'est juste l'information de l'invisible. Ça veut dire tous les messages. On dit souvent, on a le petit vélo qui tourne, mais toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les sensations, les désirs, etc., passent par des mots, par des messages, par de l'information. Et donc, on absorbe de l'information en permanence via cet état de l'eau. Et cet état de l'eau, il fonctionne suivant certaines conditions. D'abord, il doit être associé à une membrane vivante, qu'on trouve chez toutes les cellules et tous les neurones. On a une membrane minimum. Cette membrane doit aimer l'eau. Elle est donc hydrophile. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le corps est, je dirais, quasi totalement hydrophile. Marc-Henri dit que toutes les substances sont hydrophiles, plus ou moins. Donc on a des membranes au niveau du corps qui sont capables d'être vivantes parce qu'elles permettent à l'eau d'absorber la lumière. On doit avoir un certain taux de déchets qui est une donnée qui est très très importante au niveau de l'espèce humaine aujourd'hui parce que notre taux de déchets il commence à se mettre en place dès qu'on commence à manger tout jeune et puis dès qu'on commence à construire un corps en tant qu'embryon et de fœtus qui crée une activité métabolique au niveau des cellules et qui donc crée du déchet naturellement, parce que les cellules meurent, elles fonctionnent, etc. Et puis on commence à manger et on commence à créer du déchet. Et à partir du moment où on commence à créer du déchet, eh bien l'activité vivante est possible au niveau du corps. Ça veut dire que si notre corps aujourd'hui ne sait plus à partir de ces liquides absorber de la lumière, eh bien comme on a pu le voir dans les années 80-90 via les études du biophysicien Fritz Albert Popp, le corps meurt instantanément. L'autre jour, je voyais un prêtre québécois sur la scène. Il est durant son homélie et en 1 seconde, plus rien. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène, c'est extraordinaire. Il s'effondre. Au bout de sa phrase, il s'effondre, net. Il n'a même pas le temps de dire « Ah !» Voilà. Donc on voit que la mort, c'est un dernier jet de lumière, c'est-à-dire, comme le mettait en évidence Fritz Albert Popp, on voit ça dans des expériences chez Science et Avenir, où on voit une lumière bleue qui quitte le cerveau. Et donc la lumière quitte le corps, et le corps est sans vie. Voilà. Donc, cet état de l'eau, il fonctionne avec un taux minimal de déchets. Et là où c'est important, et je pense que là vous allez comprendre un peu tout l'intérêt finalement aussi de l'approche de thérapie quantique via l'eau et la conscience, c'est que en fonction du taux de déchets, eh bien on crée une masse de polarité positive entre des cellules qui sont plutôt chargées négativement. Alors je fais simple parce que que ce soit simple quand même pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'en fait l'eau
qui est dans un état quantique, elle est chargée négativement. Mais elle est entourée d'une eau chargée de déchets, qu'on appelle H2O. Vous vous rappelez quelque chose, hein? Et cette eau chargée de déchets, eh bien, elle est chargée positivement. Et quand elle est chargée positivement, elle fait que les cellules qui sont chargées d'eau négative au sens du 4e état de l'eau, eh bien, peuvent s'attirer les unes les autres. Alors, c'est là que ça devient franchement passionnant, parce que si les molécules d'eau se rapprochent les unes les autres, est-ce que ça a un impact au niveau de notre activité émotionnelle, psychologique, sensorielle au quotidien? Eh bien oui, puisqu'on s'est rendu compte, alors ça c'est vraiment nos études à nous en tant que psychothérapeute, on va dire, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui fait qu'un être se sent heureux ou malheureux, eh bien c'est la sensation globale d'espace. Quelque chose de simple. C'est-à-dire que quand vous vous sentez heureux, vous avez une sensation d'un espace ou une quantité d'espace disponible dans votre espace de conscience et dans votre corps. Ok. Vous voyez ? D'occuper l'espace, en fait. Exactement, tout à fait. Et quand vous vous sentez au contraire malheureux, vous avez le sentiment d'être comme dans une prison, de manquer d'espace. Quelque chose de simple dont on n'avait pas pris conscience pendant des années. Puis quand cette donnée-là est arrivée, alors le lien avec l'eau est devenu très intéressant. Il est même très précieux. On s'est rendu compte que finalement, cette sensation d'avoir de l'espace, de disposer d'espace ou d'en manquer, est-ce qu'elle n'était pas associée au mouvement des molécules d'eau? Alors, je n'ai pas précisé, mais on s'est rendu compte en 2015 que ces liquides nous composaient en quantité de molécules. J'ai bien dit en quantité, pas en poids, pas en masse. En masse, c'est 70%. Mais en quantité de molécules, nos liquides nous composent à 99%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la santé et au niveau thérapeutique, ne pas s'intéresser à l'eau et à ses liens avec la conscience, c'est passer à côté de l'essentiel. Et justement, vous, en tant que thérapeute neuroquantique, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de votre pratique? Comment vous faites danser, comment vous agencez la conscience, l'eau, la psychothérapie? Alors, on s'est rendu compte depuis l'Argentine, en fait, qu'on pouvait utiliser, ce que j'appelle le langage des mots, qui sont finalement le voyage de la conscience. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que la conscience, vous êtes conscient de quelque chose ou que la conscience s'exprime, elle s'exprime à chaque fois par des mots. Même si vous dites silence, c'est un mot. Il n'y a pas de conscience sans mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si vous êtes très très loin dans un processus méditatif, par exemple, et vous sentez qu'à un moment, on est vraiment dans un grand espace de silence, il y a bien quelque chose qui vous dit que c'est du silence. Il y a bien un mot qui arrive. On s'est rendu compte, et là, les travaux de certains chercheurs dans les années 30 nous ont aussi amené à réfléchir là-dessus. Les travaux de Sapir et Whorf dans les années 30 mettaient en évidence que suivant le langage qu'on apprend, le langage parlé, lu, écrit et pensé, eh bien, on n'a pas la même conscience du monde. C'est intéressant. Merci Stéphane Drouet de nous avoir fait part de vos riches expériences. Fermerez-vous un bon livre sans l'avoir terminé? Savez-vous que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral? Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le quantique, abonnez-vous sans plus tarder à Inexploré Digital. Pour découvrir l'intégralité de ce podcast sans aucune publicité, ainsi que des milliers d'autres ressources, articles, dossiers, magazines et podcasts sur notre site ou notre application. Voyagez ainsi à la croisée des mondes entre science et spiritualité, entre visible et invisible. On vous attend sur inexploré.com. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.